La chaîne s'allongeait sur quelques dizaines de mètres. Il n'y avait là que les meilleurs combattants de la Sévastopolskaïa. Le colonel avait personnellement choisi chacun d'entre eux. Les petites lampes frontales fixées sur les casques clignotaient dans l'obscurité du tunnel, et la formation qui y progressait rappelait à Denis Mikhailovitch un essaim de lucioles dans la nuit, dans une nuit chaude et parfumée de Crimée, au-dessus des cyprès vers la mer qui chuchote, là où le colonel voulait aller après sa mort. Il chassa les frissons de bien-être, reprit son sérieux et se fustigea. Décidément, avec l'âge, il avait commencé à perdre la boule. Il se laissa dépasser par le dernier soldat et sortit de son porte-cigarette inoxydable l'unique roulé qui y restait. Il la huma et fit jouer la pierre de son briquet. C'était un bon jour. La réussite souriait au colonel, et tout se déroulait ainsi qu'il l'avait planifié. Il avait dépassé la Nagornaïa sans perte, et même le combattant qui s'était égaré seul dans le brouillard avait rejoint la colonne rapidement. Le moral des troupes était excellent. Ces hommes redoutaient moins le feu et l'action que l'interminable attente et l'incertitude. En outre, avant le départ, Denis Mikhailovitch leur avait offert à tous l'occasion de dormir tous leurs sous. Il n'y avait que lui qui n'avait pas réussi à fermer l'œil. Il avait toujours considéré le destin comme un enchaînement de hasards, et ne comprenait pas comment on pouvait s'y fier. Depuis qu'elle s'était engagée dans les tunnels de la ligne Kakhovskaya, la petite expédition n'avait pas donné signe de vie. N'importe quoi avait pu lui arriver. Après tout, Hunter n'était pas immortel. Quant au colonel, avait-il le droit de ne se reposer que sur le brigadier, qui, dans ces guerres incessantes, aurait pu perdre la raison, et sur un vieux compteur? Lui non plus ne supportait plus l'attente. Son plan d'action était de traverser Nakimovski Prospect, la Nagornaïa et la Nagatinskaya, à la tête de la force de frappe principale de la Sévastopolskaïa pour rejoindre les vantaux hermétiques de la Toulskaïa. Pendant qu'un groupe d'infiltration passait par la surface pour s'introduire dans la station occupée. Ce petit groupe devait emprunter les puits d'aération, rejoindre le sol, liquider la garde et ouvrir les portes de la station à la section d'assaut. Pour le reste, il ne s'agissait que d'une formalité, quels que fussent les occupants de la station. 3 jours avaient été consacrés à la recherche et à la viabilisation du puits. La dernière mission des Stalkers consistait à faire entrer l'équipe à l'intérieur. Ce serait chose faite dans l'heure qui allait suivre. Dans 2 heures, tout serait terminé, et Denis Mikhailovitch pourrait enfin penser à autre chose. Il pourrait enfin manger et dormir. Le plan était simple, bien réglé, irréprochable. Cependant, le colonel avait les intestins noués, et son cœur battait la chamade comme s'il était retourné à l'époque de ses 18 ans, et partait vers son premier combat, là-haut, dans ce village montagnard. Il consuma son angoisse à l'embout incandescent de sa cigarette, jeta le mégot, remit son masque à gaz et accéléra le pas pour rattraper ses hommes. Un peu plus tard, la brigade se heurta au portail blindé. Les hommes pouvaient prendre un moment de repos avant l'assaut, et lui rassemblerait ses lieutenants pour revoir une fois encore le rôle maintes fois répété et appris par cœur de chacune des sous-sections. Le colonel sourit par-devers lui. Omer avait eu raison sur un point. Il ne sert à rien de donner l'assaut à une forteresse si on peut faire en sorte qu'on vous ouvre les portes de l'intérieur. Le coup du cheval. Était-ce bien Omer qui avait écrit la prise de Troie? Denis Mikhailovitch consulta son dosimètre. Le niveau des radiations était faible. Il enleva son masque à gaz. Ses lieutenants suivirent son exemple, imité à leur tour par tous les combattants. Peu importait qu'ils prennent tous un peu d'air. Police avait son flot constant de touristes, venus des stations périphériques pauvres et mal éclairées,
qui déambulait dans ces couloirs et dans ces salles, les yeux brillants et la bouche ouverte d'émerveillement. Aussi Omer ne sortait-il pas du lot, alors qu'il examinait attentivement la Borovitskaya, admirait, attendri, les colonnades d'Alexandrovski Sad, et s'extasiait les yeux pleins d'amour devant les lustres coquets, évoquant les boucles d'oreilles d'une femme de l'Arbatskaya. Il avait le pressentiment que c'était la dernière fois qu'il contemplait Polis, que ce qui allait se dérouler dans quelques heures à la Toulskaya allait changer sa vie à tout jamais, voire l'y enterrer. Le vieillard avait décidé de faire ce qu'il devait. Il allait laisser Hunter passer la station par le feu, puis il essaierait de le tuer. Pourtant, si le brigadier venait à le soupçonner de trahison, il serait le premier à lui tordre le cou. Ou alors le vieillard mourrait durant l'assaut de la Toulskaya. Dans ce cas, ses heures étaient comptées. Si tout se passait bien, Omer irait vivre en ermite pour remplir toutes les pages blanches qui séparaient l'amorce de l'intrigue, qu'il avait fini de rédiger, du point final de son livre. La balle qu'il logerait dans la tête de Hunter. Pourrait-il le faire? Trouverait-il le courage? À la seule évocation de cet acte, les mains du vieillard se mettaient à trembler. Ce n'était rien, rien du tout. Les événements s'enchaîneraient d'eux-mêmes. Il ne fallait pas qu'il y pense, pour le moment. Trop de réflexion engendrait le doute. Dieu merci, il avait renvoyé la gamine. Désormais, Omer ne comprenait plus les raisons qui l'avaient poussé à l'inclure dans son aventure. Comment avait-il pu la laisser entrer dans la cage au lion? Il s'était pris au jeu, s'était cru écrivain, oubliant que cette jeune fille n'était pas le fruit de son imagination. Son roman n'avait ni la forme ni le fond qu'il avait imaginé initialement. Depuis le début, Omer voulait prendre sur ses épaules un fardeau bien trop lourd. Comment caser dans un seul livre l'humanité tout entière? Même la foule qu'il traversait à cet instant se sentirait à l'étroit dans les pages de son cahier. Omer ne voulait pas transformer sa fiction en un tombeau fraternel, où les étoiles dansent devant les yeux du lecteur à force de parcourir des colonnes de noms, et où, derrière les lettres de bronze, il est impossible de distinguer les visages et les personnalités des disparus. Non, il n'y avait rien à faire. Même sa mémoire, racornie par le temps, et qui faisait eau de toutes parts, ne pourrait accueillir à son bord tous ces gens. Ni le visage grêlé par la variole du marchand de sucreries, ni celui, pâle et anguleux, de la fillette qui lui tendait une cartouche. Pas plus que le sourire lumineux, comme celui d'une madone, de la mère de cet enfant, ou le sourire lubrique insistant du soldat qui passait non loin. Ni les rides taillées à la serpe des vieux indigents, ni les petites pattes d'oie au coin des yeux d'une femme trentenaire. Lequel d'entre eux était un violeur? Lequel un grippe-sou? Lequel un voleur? Lequel un traître? Laquelle une prostituée? Lequel un prophète? Lequel un juste? Lequel un amoureux? Omer n'en savait rien. Tout lui était dissimulé. Depuis les pensées du marchand de sucreries, alors qu'il regardait la fillette devant lui, jusqu'au sourire de sa mère, une femme mariée, qui s'était allumée à l'étincelle du regard du soldat. De quoi pouvait bien subsister le vieil indigent avant que la vie ne le prive de l'usage de ses jambes? Cette méconnaissance interdisait à Omer de décider de ceux qui méritaient l'immortalité et de ceux qui ne la méritaient pas. 6 milliards avaient disparu sans laisser de traces. 6 milliards. Était-ce un hasard si seulement quelques dizaines de milliers avaient pu en réchapper? Le conducteur de rame Serov, à qui Nikolai devait succéder une semaine après l'Apocalypse, en supporteur passionné, considérait la vie comme un grand match de football. « L'humanité a perdu », disait-il à Nikolai.
Mais toi et moi, on court toujours. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Parce que nos vies n'ont pas de score déterminant, et l'arbitre nous fait jouer les prolongations. Durant ce laps de temps, nous devons comprendre pourquoi nous sommes là, nous débrouiller pour terminer toutes nos affaires, tout mettre en ordre. Et seulement à ce moment-là, nous pourrons, la balle au pied, courir vers les buts de lumière. C'était un mystique, ce Sérov. Homère ne lui avait jamais demandé s'il avait réussi à marquer son but. Sérov l'avait cependant convaincu d'une chose. Il avait un compte personnel à solder. Et ce fut de leur conversation qu'Homère avait acquis la certitude que le métro n'accueillait aucune personne anodine. Mais il était impossible d'écrire à propos d'eux tous. Est-ce que ça valait la peine de réitérer ses tentatives? À cet instant, au milieu de la marée de visages inconnus, le vieillard en vit un familier, dont la présence en ces lieux était des moins probables. Léonide se débarrassa de son blouson, enleva son pull et retira son maillot d'un blanc relatif. Il s'en servit comme d'un drapeau, l'agitant au-dessus de sa tête, sans prêter attention aux balles qui pleuvaient tout autour de lui. Il se produisit alors un événement extraordinaire. La draisine cuirassée commença à céder du terrain. Quant aux défenseurs du barrage, ils n'ouvraient pas le feu. « Et maintenant mon père me tuerait !» dit le musicien à Sacha, alors qu'il freinait dans un vacarme de métal rouillé, juste devant les premiers hérissons tchèques. « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que nous faisons ?» Elle n'arrivait pas à reprendre son souffle, et ne comprenait pas qu'ils fussent encore vivants à l'issue de cette poursuite. « On se rend !» lâcha-t-il en riant. « C'est l'entrée de la station Bibliotheca Imeni Lenina, qui est sous l'égide de police. Et nous sommes des transfuges. » Les sentinelles, arrivées en courant, les firent descendre de la draisine, et, découvrant le passeport de Léonide, échangèrent quelques regards. Rangeant les menottes qu'ils avaient préparées, elles accompagnèrent la jeune fille et le musicien vers la station. Une fois sur place, on les fit entrer dans la salle de permanence, et après un bref conciliabule, à voix basse, on partit à la recherche des autorités. Léonide, qui s'était laissé couler dans un fauteuil usé, se leva d'un bond, s'approcha de la porte et fit signe à Sacha de le rejoindre. « Ils sont encore plus feignants que sur notre ligne, » fit-il d'un air méprisant. « Il n'y a pas de garde. » Ils se glissèrent dehors, d'abord sans se hâter, puis en accélérant le pas dans le couloir de correspondance, pour enfin se mettre à courir en se tenant par la main pour ne pas être séparés par la foule. Les trilles des sifflets des miliciens résonnèrent dans leur dos, mais il n'y avait rien de plus facile que de se perdre dans une foule pareille, des dizaines de fois plus dense qu'à la Paveletskaya. Même quand elle imaginait la vie avant la guerre lors de son escapade à la surface, Sacha était loin de se représenter une telle marée humaine. Et il faisait presque aussi clair dans cette station que là-haut. Elle se cacha dans la paume de sa main pour observer le monde à travers une fente entre ses doigts. Son regard s'accrochait aux objets, aux visages, aux pierres, aux colonnes, tous plus étonnants les uns que les autres. Et si Léonide ne lui avait pas tenu fermement la main, elle serait tombée et se serait perdue. Sacha se promit de revenir un jour, où elle disposerait de plus de temps. « Sacha !» La jeune fille se retourna et rencontra le regard d'Homère, étonné, effrayé, en colère. Sacha sourit en se rendant compte que le vieillard lui avait manqué. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il ne pouvait poser une question plus incongrue à deux jeunes gens en train de fuir. « Nous allons à la Dobrininskaya » lança-t-elle en reprenant son souffle. Elle ralentit légèrement le pas de sorte que le vieillard put les rattraper. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu ne dois pas ! Je t'interdis !» Ces interdits,
intercalée entre deux lourdes inspirations, n'avait pas l'impact escompté. Ils arrivèrent au poste frontière de la Borovitskaya bien avant que les factionnaires fussent prévenus de leur fuite. « Je suis mandaté par Melnik. Je dois passer vite », ordonna sèchement Omer à l'officier de garde. L'autre ouvrit la bouche, mais ne parvenant pas à rassembler ses idées, se figea au garde à vous, salua le vieillard et s'écarta de son chemin. « Avez-vous menti tout à l'heure » demanda poliment le musicien à Omer, une fois que le poste de garde eut fondu dans les ténèbres loin derrière eux. « Quelle différence cela fait » éructa le vieillard d'un ton sévère. « L'important dans ces cas-là, c'est l'aplomb, commenta Léonide en connaisseur. Alors seuls les professionnels pourront faire la différence. Au diable les cours magistraux, lança Omer en s'assombrissant. Nous allons rejoindre la Serpoukovskaya, mais je ne vous laisserai pas aller plus loin. Il y a une chose que tu ne sais pas, répliqua Sacha. Il y a un moyen de combattre la maladie. Comment ça, un moyen? Il manqua un pas, s'étouffa dans une quinte de toux, puis fixa Sacha d'un air hésitant. Étrange. Oui, bien sûr. Les radiations. Les bactéries deviennent inoffensives quand elles sont exposées au rayonnement, ajouta le musicien. Mais les microbes et les bactéries résistent des centaines de fois mieux aux radiations que les hommes. C'est le système immunitaire qui pâtit des rayonnements, cria le vieillard, perdant le contrôle de lui-même. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Pourquoi est-ce que tu l'entraînes là-bas? Comprends-tu au moins ce qui va s'y passer? Et ni vous ni moi ne pouvons plus l'arrêter. Enlève-la, cache-la. Quant à toi, il se tourna vers Sacha. Comment as-tu pu le croire? Un professionnel. Le vieillard cracha ce dernier mot. N'aie pas peur pour moi, dit la jeune fille doucement. Je sais qu'on peut retenir un tort. Il est fait de deux moitiés. J'ai vu les deux. L'une veut du sang et l'autre cherche à sauver les gens. Mais qu'est-ce que tu racontes? Omer leva les bras au ciel. Il n'y a plus de moitié, il n'y a qu'un tout. Un monstre enfermé dans le corps d'un homme. Il y a 1 an. Mais la conversation entre Melnik et le rasé, que le vieillard répéta de mémoire, ne convainquit pas Sacha. Plus elle écoutait Omer, plus sa conviction d'avoir raison se raffermissait. Celui qui est à l'intérieur et qui tue l'autre, le trompe, dit-elle en cherchant ses mots pour s'expliquer clairement. Il lui fait croire qu'il n'y a pas de choix. Le premier est rongé par la faim et l'autre par le chagrin. C'est pour cette raison que Hunter veut absolument rejoindre la Toulskaya. Les deux moitiés l'y entraînent. Il faut les séparer l'une de l'autre. S'il a le choix de sauver les gens sans les exterminer, mon Dieu, il ne prendra même pas la peine de t'écouter. Quelle force te pousse à aller là-bas? C'est ton livre, lui répondit doucement Sacha avec un sourire. Je sais qu'il est encore possible de tout changer. La fin n'est pas encore écrite. Tu dis n'importe quoi, marmonna le vieillard désespéré. Pourquoi t'en ai-je parlé? Jeune homme, vous au moins faites quelque chose. Il saisit Léonide par le bras. Je vous en supplie. Je crois que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais et que vous n'avez pas menti par malice. Prenez-la, emmenez-la. C'est ce que vous avez toujours voulu, n'est-ce pas? Vous êtes tous les deux si jeunes, si beaux. Vous devez vivre. Elle ne doit pas aller là-bas, vous comprenez? Et vous non plus n'avez rien à y faire. Il va y avoir un terrible massacre. Et vous n'allez rien y changer avec votre petit mensonge. Ce n'est pas un mensonge, répondit courtoisement le musicien. Si vous voulez, je peux vous le jurer. D'accord, je suis prêt à vous croire. Mais Hunter, vous ne l'avez aperçu que quelques instants. En revanche, j'en ai suffisamment entendu parler, laissa tomber Léonide. Il est... Comment comptez-vous l'arrêter? Avec votre flûte? Ou est-ce que vous croyez qu'il écoutera une gamine? Il a en lui une telle chose. Ça n'entend plus rien désormais. Si vous voulez tout savoir, fit le musicien en se penchant vers le vieillard, je suis d'accord avec vous de toute mon âme. Mais la jeune fille me le demande, et je me dois d'être un gentleman. Pour accompagner ces derniers mots,
Le flûtiste adressa un clin d'œil à Sacha. « Vous ne voulez donc pas comprendre que ce n'est pas un jeu ?» Homer jetait des regards implorants tour à tour aux deux jeunes gens. « Je comprends, » répondit Sacha fermement. « Tout est un jeu, » dit avec calme le musicien. Si Léonide était vraiment le fils de Moskvine, il pouvait parfaitement avoir accès à des informations sur la maladie que même Hunter ignorait. Qu'il ignorait ou qu'il se gardait bien de divulguer. Homer suspectait Léonide d'être un charlatan, mais il ne voulait pas complètement écarter l'hypothèse que les radiations puissent réellement vaincre la maladie. Contre sa propre volonté, et en dépit du bon sens, il commença à chercher des éléments qui tendraient à prouver la véracité de cette thèse. N'était-ce pas un tel miracle qu'il avait appelé de ses vœux durant les derniers jours? Dans ce cas, ça, tout, les saignements et les vomissements, n'étaient-ils que des symptômes d'une autre maladie, due aux radiations? La dose qu'il avait reçue en traversant la ligne Kakhovskaya avait sûrement eu raison de son infection. Le diable savait comment séduire le vieillard. Qu'il en soit ainsi. Qu'allait-il advenir de la Toulskaya? Qu'allait-il advenir de Hunter? Sacha espérait le dissuader de commettre son crime, et elle semblait disposer en effet d'un pouvoir étrange sur le brigadier. Cependant, si pour l'une des deux entités qui se livraient bataille à l'intérieur de lui, les raies que jetait la jeune fille paraissaient aussi doux que la soie, il brûlait l'autre comme un fer chauffé à blanc. Laquelle des entités serait à la surface au moment fatidique? Cette fois, la Polianka ne voulait rien montrer à personne, ni à lui, ni à Sacha, ni à Léonide. La station leur apparut déserte, engourdie, morte. Fallait-il y voir un bon présage ou un mauvais? Homer n'aurait su le dire. Peut-être le courant d'air qui s'était levé dans les tunnels, ombre des vents qui balayaient la surface, avait-il dispersé toutes les émanations psychotropes? Ou alors le vieillard avait commis une erreur, et il n'avait plus d'avenir désormais dont la Polianka pouvait l'entretenir. « Que veut dire émeraude ?» demanda soudain Sacha. « L'émeraude est une pierre transparente de couleur verte, » répondit Homer distraitement. « Émeraude signifie tout simplement vert. »« C'est amusant, » répondit-elle pensive. « Ça veut dire qu'elle existe, après tout. »« De quoi parles-tu » demanda le musicien soudain alerte. « Non, je disais ça comme ça. Tu sais. » Elle regarda Léonide. « Je vais moi aussi me mettre à la recherche de cette cité. Et je la trouverai un jour. » Homer se contenta de hocher la tête. Il n'était pas certain que le repentir du musicien pour avoir dupé et entraîné Sacha dans une expédition inutile vers la Sportivnaya fût sincère. La gamine, quant à elle, était absorbée dans ses pensées, chuchotant des paroles incompréhensibles et soupirant de temps en temps. Puis elle leva les yeux vers le vieil homme. « As-tu tout écrit de ce qui m'était arrivé ?»« C'est en cours d'écriture. »« C'est bien, » approuva-t-elle. Quelque chose se tramait à la Serpoukovskaya. Les gardes de la Hanse étaient doublés. Des soldats taciturnes et sombres refusèrent sèchement le passage à Homer et ses compagnons. Ni les munitions que faisait miroiter le musicien, ni ses papiers ne les firent changer d'avis. Ce fut Homer qui sortit leur petit groupe d'embarras. Il exigea d'être mis en relation avec Andreï Andreïevitch. Une demi-heure interminable plus tard, un technicien des communications arriva, ensommeillé, en déroulant un câble épais. Le vieil homme, menaçant, fit savoir à un interlocuteur à l'autre extrémité du câble qu'ils étaient tous les trois l'avant-garde de la cohorte de l'ordre. Cette demi-vérité suffit à ce qu'il soit escorté à travers la salle, vers le bureau du responsable de la station. Celui-ci, en sueur, la mine et les vêtements froissés,
les yeux révulsés et la respiration difficile, les accueillit en personne sur le pas de la porte. L'ordonnance brillait par son absence. Andreï Andreïevitch, l'air nerveux, regarda leur groupe et, n'y voyant pas Hunter, s'inquiéta. « Quand est-ce qu'ils arrivent ?»« Bientôt », promit Homer avec conviction. « La Serpoukovskaya va se mutiner d'un instant à l'autre. » Le responsable faisait les 100 pas dans la salle de réunion en se massant les tempes. « Quelqu'un a cafeté à propos de l'épidémie. Personne ne sait ce qu'il faut redouter. Alors ils inventent des histoires comme quoi les masques à gaz ne sont d'aucune utilité. »« Ce n'est que la stricte vérité, » intervint Léonide. « J'ai un cordon de sécurité dans un de mes tunnels sud, en direction de la Toulskaya, qui a été entièrement déserté. Chien de pleutre. Et l'autre où il y a la secte, ils tiennent encore le choc, mais les fanatiques les assiègent en hurlant au jugement dernier. Sur ma propre station, je vais avoir la même situation sur les bras d'ici peu. Et où sont nos sauveurs ?» Depuis la salle principale leur parvenaient des échos de disputes, des cris, des injures aboyées par les sentinelles. Sans recevoir de réponse à sa question, Andreï Andreïevitch entra dans sa tanière et le tintement d'un goulot de bouteille sur le rebord d'un verre s'en échappa. Sur le comptoir de son ordonnance, comme si elle avait attendu qu'il s'éloigne, s'alluma l'ampoule rouge du téléphone. Ce même téléphone qui portait l'inscription Toulskaya sur un morceau d'adhésif blanc. Homer hésita quelques secondes, s'approcha de la table, passa la langue sur ses lèvres sèches et prit une profonde inspiration. « Dobryninskaya, j'écoute. »« Qu'est-ce que je leur dis ?» demanda Artyom en se tournant vers le commandant. L'autre était toujours sans connaissance. Ses yeux révulsés, troubles, comme derrière un rideau tiré, bougeaient sans cesse. De temps en temps, sa carcasse était secouée par des quintes d'une mauvaise toux. Le coup de baïonnette avait sans doute perforé le poumon. « Vous êtes vivant !» cria-t-il dans le combiné. « Les contaminés ont réussi à s'enfuir !» Il se rappela soudain que nul ne connaissait la situation de la Toulskaya. Il fallait tout leur raconter, leur expliquer. Sur le quai, une femme poussait un cri strident, en contrepoint du staccato d'une mitrailleuse. Le son se glissait par l'interstice sous la porte, et il était impossible de s'en abstraire. À l'autre extrémité du fil, on lui répondait et l'interrogeait en retour. Mais il n'entendait rien tant la liaison était mauvaise. « Il faut bloquer la sortie !» répétait Artyom. « Tirez sur les fuyards contaminés, ne les laissez pas approcher !» Puis il comprit que ses interlocuteurs ne savaient pas faire la différence entre les personnes saines et les autres. Comment les décrire? Elles étaient boursouflées, disloquées, puantes. Mais ces caractéristiques ne s'appliquaient pas aux contaminés récents, qui ressemblaient à s'y méprendre à des personnes saines. Tirez sur tout individu débouchant des tunnels, sans distinction, finit-il par dire d'une voix mécanique. Désormais, si lui-même tentait de quitter la station, on l'abattrait à vue. Pourquoi s'était-il condamné? Non, il ne quitterait pas cette station. Plus personne n'était sain. Artyom se sentit soudainement très seul et effrayé que l'homme au bout du fil qui l'écoutait là-bas, à la Dobryninskaya, n'eût pas le temps de parler avec lui. « S'il vous plaît, ne raccrochez pas !» demanda-t-il. Il ne savait pas quel sujet aborder avec un inconnu. Aussi lui expliqua-t-il les difficultés qu'il avait eues à le joindre, les peurs qui l'avaient assailli alors qu'il imaginait déjà tout le métro sans plus une âme qui y vive. Une autre pensée lui avait traversé l'esprit. Son appel avait abouti dans un avenir où il n'y aurait aucun survivant. Il n'y avait plus de raison de craindre de paraître ridicule. Il n'avait plus rien à craindre du tout. Tout ce qu'il voulait, c'était parler avec quelqu'un. « Popov !»
fit le commandant derrière son dos. « T'as réussi à voir le cordon nord? Les vantaux, ils les ont fermés ?» Artyom se tourna vers lui et secoua la tête négativement. « Résidu de fausse couche !» Le commandant cracha du sang. « Bon à rien !»« Écoute-moi, la station est minée. J'ai trouvé les conduites, en haut. Des canalisations pour les eaux souterraines. C'est là que j'ai placé les charges. On les fait sauter et on noie la Toulskaya à tous les diables. J'ai le détonateur ici. Il faut fermer les vents au nord et vérifier que ceux du sud tiennent. Isoler la station pour que l'eau n'aille pas plus loin. Ferme-les, t'as bien compris? Quand tout sera prêt, tu me le dis. La liaison avec les avant-postes fonctionne? 5 sur 5, acquiesça Artyom. Seulement n'oublie pas de rester de notre côté des vantaux. Les lèvres du commandant s'étirèrent en un sourire. Puis il s'étouffa dans une quinte de toux. Sinon, tu manquerais à ton devoir de camaraderie. Mais comment vous restez ici? T'inquiète pas, Popov, fit le commandant en plissant les yeux. Chacun d'entre nous est né avec une tâche précise à accomplir. Je suis né pour noyer tous ces fils de chienne, et toi pour fermer les écoutilles, puis mourir en honnête homme. Compris? 5 sur 5, répéta Artyom. Exécution. Le combiné se tut. Par un caprice des dieux de la téléphonie, Omer entendait convenablement ce que lui disait le factionnaire de la Toulskaya. Pourtant, il ne put déchiffrer les quelques dernières phrases. Puis la liaison fut rompue. Il leva les yeux. La silhouette massive d'Andreï Andreïevitch le dominait. De larges auréoles maculaient sous ses bras le bleu de son uniforme. Ses grosses mains tremblaient. « Alors, comment ça se passe là-bas » demanda-t-il d'une voix abattue. « Il ne contrôle plus rien » fit Omer en déglutissant péniblement. « Déplacez tous vos hommes disponibles sur la Serpoukovskaya. »« Pas possible » lâcha Andreï Andreïevitch en sortant un Makarov de la poche de son pantalon. « C'est la panique dans la station. J'ai posté tous les hommes de confiance aux sorties sur les voies de la circulaire, pour que personne au moins ne s'échappe d'ici. »« On peut les calmer » objecta mollement Omer. « Nous avons découvert. On peut soigner cette maladie grâce aux radiations. Dites-le leur. » « Les radiations ?» Le chef de la station fit une grimace. « Vous y croyez, vous ?»« Eh bien, en avant. Vous avez ma bénédiction. » Il singea un salut militaire et, claquant la porte derrière lui, s'enferma dans son bureau. Que faire? Désormais, il était impossible pour lui, tout comme pour Sacha et le musicien, de fuir la station. Et où était-il passé? Le vieillard sortit dans le couloir, et, une main comprimant son cœur qui battait la chamade, il courut vers la grande salle en criant le nom de la jeune fille. Mais le jeune couple s'était volatilisé. Le chaos régnait dans la Dobryninskaya. Des femmes avec leurs enfants, des hommes avec leurs baluchons, assiégeaient les cordons étirés au maximum. Au milieu des tentes retournées se glissaient des pillards. Mais personne ne leur accordait plus aucune attention. Omer avait déjà été témoin de semblables événements. Bientôt on allait piétiner les gens à terre. Ensuite on tirerait sur une foule désarmée. À cet instant, le tunnel lui-même gémit. Le tumulte des conversations et les cris cessèrent, remplacés par des exclamations de surprise. Inhabituel, le puissant gémissement se répéta. On eût dit les trompes qui accompagnaient la marche d'une légion romaine perdue dans les millénaires qui entrait à la Dobryninskaya. Les soldats s'empressèrent d'écarter les barrières, et quelque chose d'énorme sortit de la gueule du tunnel. Un véritable train blindé. La lourde tête de la cabine du conducteur, habillée de plaques d'acier rivetées aux meurtrières étroites,
portait 2 mitrailleuses lourdes de gros calibre. Le corps était ramassé, et se terminait par une autre tête cornue, semblable à la première, qui regardait dans l'autre direction. Personne n'avait jamais rencontré pareil monstre, pas même Omer. Sur le blindage, noirs comme des corbeaux, étaient assis des hommes immobiles comme des statues. Il était impossible de les distinguer les uns des autres dans leur tenue de protection identique, leur gilet de Kevlar standard, leur masque à gaz d'un modèle inconnu du commun des mortels, et leur sac à dos. Vêtus et équipés de la sorte, ils ne semblaient pas appartenir à ce temps, ni même à ce monde. Le train s'arrêta. Les nouveaux venus, revêtus de leur armure, descendirent sur le quai sans prêter attention à l'attroupement de badauds qui grossissait à chaque seconde, pour se positionner en 3 rangs successifs. Puis ils pivotèrent simultanément avec une précision mécanique, et d'un seul pas se dirigèrent vers la correspondance qui les conduirait à la Serpoukovskaya. Le bruit de leurs bottes recouvrit les chuchotements admiratifs et les pleurs des enfants. Le vieillard se hâta de les suivre, tout en cherchant à reconnaître Hunter au milieu de ces dizaines de combattants identiques. Ils avaient tous la même taille, et leur tenue de combat semblait fusionner avec leurs silhouettes massives aux larges épaules. Ils portaient tous un arsenal impressionnant composé de lance-flammes et de fusils munis de silencieux. Leur uniforme n'arborait ni écusson, ni étoile, ni aucun autre signe distinctif. Hunter était-il l'un des 3 hommes de la première ligne? Omer dépassa la colonne en courant, agita la main en scrutant les visières des masques à gaz, mais y rencontra toujours le même regard dépourvu d'émotion. Aucun des combattants ne lui répondit. Aucun ne semblait le reconnaître. Hunter était-il parmi eux? Il devait venir. Il le devait absolument. Durant la traversée du couloir de correspondance, Omer ne vit ni Sacha ni Léonide. La raison avait-elle fini par triompher? Le musicien avait-il emmené la gamine loin du malheur? Qu'il laisse passer ce bain de sang à l'abri quelque part. Ensuite Omer négocierait avec Andreï Andreïevitch, si celui-ci n'avait pas mis fin à ses jours d'une balle dans la tête. S'ouvrant un passage dans la foule, la formation poursuivait son chemin dans un martèlement de bottes. Nul n'osait se dresser sur sa route. Même les gardes frontières de la Hanse s'écartaient devant ces hommes. Omer décida de suivre la colonne. Il devait s'assurer que Sacha n'entreprenne rien au dernier moment. Personne ne chassa le vieil homme. On ne lui accorda pas plus d'attention qu'à un roquet courant après une draisine. En pénétrant dans le tunnel, les 3 hommes de tête allumèrent leurs lampes, dont les faisceaux blancs brûlèrent les ténèbres qui s'étendaient devant eux. Personne ne soufflait mot, et ce silence sépulcral était oppressant, comme surnaturel. Cette manière d'agir était le résultat d'un long entraînement, mais Omer ne pouvait se défaire de l'impression que les aptitudes physiques aiguës de ces hommes étouffaient leur âme. Il avait devant les yeux une parfaite machine à tuer, dont chaque élément était privé d'une volonté propre. Un seul être, impossible à distinguer des autres, portait en lui toutes les instructions. À l'instant où cet homme dirait feu, tous les autres, sans hésitation, passeraient par les flammes la Toulskaya, ou toute autre station, ainsi que l'ensemble des êtres vivants qui s'y trouveraient. Dieu merci, il n'avait pas emprunté le tronçon de voie où était stationnée la rame des sectaires. Le jugement dernier de ces malheureux avait été remis à plus tard. Le détachement devait tout d'abord éradiquer la Toulskaya. Leur tour viendrait juste après. Obéissant à un signal imperceptible pour Omer, la colonne ralentit soudain le pas. Il fallut quelques instants au vieil homme pour réaliser que la station était déjà toute proche. Le silence profond qui régnait dans ces lieux n'était perturbé que par quelques gémissements étouffés. Et, à peine audibles, au point qu'Omer doutait de son ouïe et de sa raison, résonnait une étrange musique.
Le combiné avala le vieillard tout entier. Plus rien d'autre n'existait pour lui que la voix hachée qui sortait de l'écouteur. Sacha décida qu'il n'y aurait pas de moment plus opportun pour prendre la fuite. Rasant les murs, elle se faufila dehors, attendit que Léonide la rejoigne et l'entraîna derrière elle. D'abord à travers la correspondance vers la Serpoukovskaya, puis vers le tunnel qui la conduirait à ceux qui avaient besoin d'elle, dont elle pouvait encore sauver la vie. Ce tunnel qui devait la réunir à Hunter. « N'es-tu pas effrayé » demanda-t-elle au musicien. « Bien sûr que si » répondit-il avec un sourire. « Mais j'ai enfin la sensation de faire quelque chose qui vaut la peine. » « Tu n'es pas obligé de m'accompagner ? La mort nous attend peut-être là-bas. Tu pourrais décider de rester dans cette station et n'aller nulle part. »« Nul ne peut connaître son avenir » lâcha Léonide avec un air professoral, en pointant l'index vers le plafond et en gonflant les joues. « C'est nous qui décidons de sa tournure » rétorqua Sacha. « Laisse tomber » s'esclaffa le musicien. « Nous ne sommes que des rats enfermés dans un labyrinthe. Les couloirs sont truffés de portes coulissantes. Ceux qui nous étudient en ferment certaines et laissent d'autres ouvertes. Si la porte de la Sportivnaya est fermée, il n'y a aucun moyen de passer derrière, même en la grattant à s'user les griffes. Et si la porte suivante cache un piège, tu y tomberas même si tu en as l'intuition, parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Le seul choix consiste à décider si nous allons continuer à courir ou si on se laisse crever, en signe de protestation. « N'es-tu pas attristé de mener une vie pareille » demanda Sacha en fronçant les sourcils. « La seule chose qui m'attriste est que ma colonne vertébrale est ainsi faite que je ne peux pas suffisamment relever la tête pour voir celui qui conduit cette expérience. »« Il n'y a pas de labyrinthe » lâcha Sacha en se mordant la lèvre. « Quant aux rats, ils peuvent se ronger un chemin, même à travers le béton. »« Tu es une révoltée » fit Léonide dans un sourire. « Quant à moi, je m'adapte. »« Ce n'est pas vrai » Sacha secoua la tête. « Tu crois qu'on peut changer les hommes ?»« Je voudrais bien y croire » corrigea le musicien. Ils dépassèrent un poste de garde abandonné en toute hâte. Les flammes du feu de camp que personne n'avait songé à éteindre dansaient encore sur des tisons. Un journal froissé et crasseux, aux pages couvertes de femmes dénudées, gisait non loin. Et du mur pendait un étendard de la Hanse, à moitié arraché. Une dizaine de minutes plus tard, ils rencontrèrent le premier cadavre. Il était difficile de reconnaître un être humain dans cette dépouille. Les jambes et les bras, si gros que les vêtements s'en disloquaient, étaient écartés comme si leur propriétaire exténué avait voulu s'étirer pour en chasser la fatigue. Sa figure était plus effrayante que la gueule de la pire créature que Sacha avait eu l'occasion de croiser dans sa vie. « Attention !» Léonide attrapa la jeune fille par le bras et ne la laissa pas s'approcher du mort. « Il est contagieux. » Quelle différence, puisqu'il existe un remède. Là où nous allons, tout le monde est contagieux. Quelque part devant eux retentirent des coups de feu. L'écho leur rapporta des cris du lointain. « Nous arrivons à point nommé » remarqua le musicien. « Il semblerait qu'on ait décidé de ne pas attendre ton ami. » Sacha lui jeta un regard plein d'effroi. Puis elle dit d'une voix fougueuse de conviction. « Ce n'est rien. Il suffit de leur expliquer. Ils se croient tous condamnés. Il faut leur redonner l'espoir. » Un autre cadavre, face contre terre, tué par balle cette fois, les accueillit à côté des vantaux hermétiques entr'ouverts. Près de lui sifflait et crachotait désespérément le boîtier métallique d'un appareil de communication. Quelqu'un voulait joindre la sentinelle à tout prix. À la sortie du tunnel, dissimulés derrière des sacs de sable jetés çà et là, des hommes en armes étaient couchés au sol. Il y avait un servant de mitrailleuse et quelques tireurs munis de kalachnikov. Un peu plus loin devant eux, là où les parois du tunnel finissaient,
où l'espace s'ouvrait sur le quai de la Toulskaya, bouillonnait une foule effrayante qui s'avançait vers les hommes retranchés. On y trouvait pêle-mêle des gens sains et des malades, des silhouettes d'apparence humaine cheminant aux côtés de monstres hideux des stigmates de leur mal. Certains portaient des lampes de poche, d'autres n'avaient plus besoin de lumière. Les hommes couchés derrière les sacs de sable gardaient l'entrée du tunnel. Cependant, leurs réserves de munitions étaient au bord de l'épuisement. Leurs rafales se faisaient plus rares, et la marée humaine se rapprochait inexorablement. « Des renforts ?» lâcha un des soldats en se tournant vers Sacha. « Hé les gars, ils ont réussi à joindre la Dobrininskaya. On a du renfort !» Le monstre aux multiples têtes s'inquiéta soudain et pressa le pas. « Écoutez-moi !» cria Sacha. « Il y a un remède. Nous avons trouvé un remède. Vous n'allez pas mourir. Un peu de patience. Je vous en prie, ayez un peu de patience. » La foule avala ces paroles, grogna de mécontentement, et repartit à nouveau à l'assaut du cordon. Le servant de la mitrailleuse la fouetta d'une rafale rageuse. Quelques personnes s'affaissèrent dans un concert de plaintes. D'autres répondirent par des rafales de Kalachnikov. La masse bouillonnante s'élança en avant, prête à déchiqueter et piétiner tant les sentinelles que Sacha et Léonide. Ce fut alors que se produisit un événement inattendu. Timidement au début, puis avec plus d'aplomb, l'espace s'emplit du chant d'une flûte de plus en plus sonore. Il n'y avait rien qui pût paraître plus incongru et plus déplacé en de pareilles circonstances. Les gardes gratifièrent le musicien de regards hébétés. La foule hésita, rit à gorge déployée et s'ébranla à nouveau. Léonide n'en avait cure. Il continuait à jouer, non pour eux mais pour lui-même, cette étonnante mélodie sans nom qui avait envoûté Sacha, celle-là même qui attirait immanquablement à lui des dizaines d'auditeurs. Ce fut peut-être justement la nature inadaptée du pire des moyens possibles pour arrêter une mutinerie, pour apaiser malades et contaminés, et la naïveté touchante de celui qui le mettait en œuvre, et non le son magique de la flûte, qui incita la foule à desserrer son étau. Il était aussi possible que le musicien fût parvenu à toucher quelque chose d'enfoui chez ceux qui l'entouraient, et s'apprêtait à le mettre en pièces. Quelque chose dont il avait oublié l'existence. Les échanges de tirs cessèrent, et Léonide, sans éloigner la flûte de ses lèvres, avança d'un pas, comme si devant lui se massait un auditoire ordinaire, qui ne tarderait pas à le gratifier d'une salve d'applaudissements, et le couvrir de munitions. L'espace d'une seconde, la jeune fille crut voir son père au visage enfin apaisé, et souriant, au milieu de la foule. Voilà donc où il l'attendait. Puis elle se souvint des paroles de Léonide. Cette mélodie avait le don d'apaiser la douleur. Des entrailles métalliques des vantaux s'échappa un gargouillement soudain, inattendu, trop en avance sur l'horaire prévu. Le groupe d'infiltration devançait le minutage de l'opération. Cela impliquait que la situation à la Toulskaya n'était plus aussi compliquée. Il était possible que le groupe qui avait pris le contrôle de la station l'ait abandonné depuis longtemps, en laissant les vantaux verrouillés. Le groupe d'assaut se dispersa. Seuls 4 combattants restèrent à côté de Denis Mikhailovitch, le fusil d'assaut prêt au combat. Les autres se mirent à couvert dans les niches du tunnel, et derrière les boursouflures des tubulures. Tout était joué. Dans quelques fractions de secondes, le ventail glisserait latéralement, libérant le passage. Et dans quelques minutes, une section d'assaut de 40 des meilleurs combattants de la Sévastopolskaya monterait sur le quai de la Toulskaya. Toute résistance serait écrasée, et la station reprise en un clin d'œil. Cela paraissait bien plus simple que ne l'avait imaginé le colonel.
Mais Denis Mikhailovitch n'eut pas le temps d'ordonner à ses hommes de remettre leur masque à gaz. La colonne modifia sa formation dans un mouvement fluide. Désormais, c'étaient 6 hommes qui marchaient de front, occupant toute la largeur du tunnel. Le premier rang était hérissé de canons des lance-flammes, le deuxième de fusils à canon scié. Cette lave noire humaine s'écoula, sans hâte et sans hésitation. Omer, qui regardait de derrière les dos larges des nouveaux venus, embrassa d'un seul coup d'œil la scène éclairée par les faisceaux blancs des projecteurs. Tant le groupe de soldats sur la défensive que les 2 silhouettes maigres, Sacha et Léonide, et la foule d'êtres de cauchemar qui les entourait. Le vieillard sentit son cœur manquer un battement. Léonide jouait comme jamais il n'avait joué. C'était merveilleux, inouï, inspiré. La horde des créatures hideuses l'écoutait avidement. Les soldats couchés s'étaient redressés pour mieux voir le musicien. Sa mélodie, elle, séparait les belligérants par un mur invisible, les empêchant de s'en prendre les uns aux autres, dans un dernier affrontement mortel. « En position !» lança soudain un des hommes en noir. Le premier rang posa un genou à terre, et le deuxième leva les fusils à canon scié. « Sacha !» cria Omer. La jeune fille se tourna brusquement vers lui, ferma les yeux, aveuglée par les faisceaux éblouissants, se protégea de sa main tendue et remonta lentement, avec difficulté, le courant de lumière qui se déversait des lampes torches. La foule grogna, gémit, et se resserra sous la morsure des rayons. Les hommes en noir attendaient. Sacha s'arrêta au contact du peloton. « Où es-tu ? Je voudrais te parler. S'il te plaît. » Personne ne lui répondit. « On a trouvé un remède contre la maladie. On peut la guérir. Il n'y a besoin de tuer personne. Il y a un médicament. » La phalange de statues en pierre noire restait silencieuse. « Je te le demande. Je sais que tu ne veux pas, que tu ne cherches qu'à les sauver et te sauver toi-même. » Là, juste au-dessus de la formation, comme si la voix n'appartenait à aucun de ses membres en particulier, résonnèrent des paroles. « Va-t'en, je ne veux pas te tuer. »« Tu n'as besoin de tuer personne. Il y a un remède. » répéta Sacha désespéré, parcourant les rangs des hommes identiques qui portaient des masques dans l'espoir d'en découvrir un plus singulier. « Il n'y a pas de médicament. Les radiations. Ce sont les radiations qui arrêtent la maladie. »« Je ne te crois pas. »« Je te le demande !» cria Sacha. « La station doit être nettoyée. »« Ne veux-tu pas trouver une autre issue ? Pourquoi répètes-tu ce que tu as déjà fait il y a 1 an, avec les Noirs ? Pourquoi ne veux-tu pas trouver le pardon ? » Les statues ne répondaient plus. La foule allait s'approcher. « Sacha !» chuchota Omer d'une voix implorante. Mais la jeune fille ne l'entendit pas. « On ne peut rien changer. Il n'y a personne à qui demander pardon. J'ai levé la main sur... Et pour ça, j'ai reçu mon châtiment. »« Tout est à l'intérieur de toi, » reprit Sacha sans en démordre. « Tu peux te libérer toi-même. Tu peux te le prouver. Ne vois-tu pas ? C'est un miroir. C'est le reflet de ce que tu as fait là-bas voilà 1 an. Et aujourd'hui, tu peux agir autrement. Écouter, donner une chance, et toi-même en mériter une nouvelle. » « Je dois anéantir le monstre, » dit le peloton d'une voix enrouée. « Tu ne peux pas !» cria Sacha. « Personne ne le peut. Il est en moi aussi. Il sommeille en chacun de nous. C'est une part de notre corps, de notre âme. Et quand il se réveille, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'extraire. On peut seulement le bercer, l'endormir à nouveau. »
Un soldat sale traversa la foule monstrueuse, se glissa à côté du peloton immobile des hommes en noir, courut vers les vantaux hermétiques, vers la boîte métallique du téléphone, saisit le micro et y cria quelque chose. Mais à cet instant, un silencieux cracha, et le soldat s'affaissa. L'odeur du sang sortit la foule de la torpeur. Elle ondula et grogna de colère. Le musicien, approchant la flûte de ses lèvres, entama un nouveau morceau, mais la magie était rompue. Quelqu'un lui tira dessus. Laissant échapper son instrument, le jeune homme porta les mains à son ventre. Les embouts des lance-flammes s'allumèrent et la phalange se hérissa de nouveaux canons alors qu'elle avançait d'un pas. Sacha se précipita vers Léonide, prête à se briser contre la foule qui s'était refermée sur le musicien, peu disposée à le lui rendre. « Non! Non !» Elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Elle était seule contre des centaines de créatures cauchemardesques, seule contre une légion de tueurs, seule contre tous. Alors, d'une voix entêtée, elle dit « Je veux un miracle !» Le tonnerre gronda dans le lointain. Les voûtes tremblèrent. La foule se recroquevilla et recula, et la phalange fit également un pas en arrière. De fins ruisseaux coulèrent par terre. Du plafond tombèrent les premières gouttes. Des filets d'eau gargouillèrent crescendo. « Une brèche !» hurla quelqu'un. Les hommes en noir entamèrent un mouvement de retrait, reculant vers les vantaux hermétiques. Et le vieillard courut à leur suite en jetant un regard en direction de Sacha. Celle-ci ne bougeait pas d'un pouce. Offrant son visage et ses pommes à l'eau qui lui coulait dessus, elle riait. « C'est la pluie !» criait-elle. « Elle va tout laver. Tout pourra recommencer à zéro. » Le groupe en noir dépassa les vantaux, Homer à ses côtés. Quelques hommes de la phalange se jetèrent sur le portail hermétique dans l'espoir de sceller la Toulskaya, d'y confiner les eaux. La plaque de métal s'ébranla et roula lourdement. Des mains solides saisirent le vieillard qui s'était élancé vers Sacha, resté dans la station inondée, et le projecteur en arrière. Ce ne fut qu'à cet instant qu'un des combattants en noir se rua vers l'interstice qui rétrécissait, tendit sa main et cria à la jeune fille. « Par ici! J'ai besoin de toi !» L'eau arrivait désormais à la ceinture. Soudain, la tête blonde plongea et disparut. L'homme en noir rétracta son bras, et les vantaux se refermèrent. Le portail demeura clos. Le tunnel trembla. De l'autre côté, l'onde de choc d'une explosion heurta la plaque d'acier et reflua vers la station. Denis Mikhailovitch colla l'oreille au métal et écouta. Il essuya l'humidité de sa joue, regarda étonné la condensation qui recouvrait la voûte du tunnel. « Retraite !» ordonna-t-il. « Tout est fini ici. »